réalisation des pouvoirs pour aller vers plus d'islamisme, je ne vous dis pas que ça marche, ça fait partie des risques, soit des contre-révolutions, et c'est ce qui nous guette en Tunisie, en disant on est allé trop loin, et comme vous le disiez, un certain nombre d'acteurs voudraient qu'effectivement on revienne à un plus juste milieu. Ma question portait non pas sur la façon dont les choses risquent d'évoluer, mais sur la position de la France par rapport à ça. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une stratégie en France selon ce qui va évoluer? Alors il y a deux choses à faire, c'est que politiquement, il ne faut pas essayer d'intervenir dans le processus. Et l'époque, justement comme c'est la fin du monopole occidental sur la puissance, l'époque où on donnait des conseils en disant il faut faire comme ci, comme ça, c'est une époque révolue. On peut accompagner des mouvements, on peut être des partenaires, mais certains responsables politiques ou certains intellectuels ne se sont pas débarrassés de l'habitude de dire aux peuples coloniaux ce qu'il fallait faire, et là c'est contre-productif parce que c'est un message qui ne passe plus du tout. Alors, donc il faut accompagner, être présent, montrer une disponibilité. Alors, effectivement, pour l'instant, en Égypte et en Tunisie, il y a un recul économique. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'investissements, il y a moins de touristes, et qu'il y a des revendications sociales qui sont en augmentation. Parce que quand la dictature tombe, il y a plus de revendications sociales. C'est une phase, effectivement, qui est extrêmement dangereuse. Donc la première et plus importante chose à faire, c'est un partenariat économique. Quand des gens me demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la révolution tunisienne, allez en vacances là-bas déjà. C'est-à-dire que les mêmes qui disent c'est formidable la révolution, mais j'annule mes vacances en Égypte pour aller ailleurs parce que c'est plus sûr, ce n'est pas la meilleure façon d'aider. Donc il faut éviter le trou d'air économique pour les années qui viennent parce que l'extrémisme religieux, qui est en fait un extrémisme politique, se nourrit. Il des insatisfactions sociales. Et si la révolution pour les gens, la démocratie, ça veut dire le chômage, eh bien les ardeurs démocratiques vont vite être refroidies. Parce que, effectivement, la demande, elle est bien sûr politique, liberté, mais elle est également sociale. Et peut-être même avant tout sociale. Monsieur Guigou ? Il y a 3 semaines à moi, un ministre tunisien de l'emploi va dans le sud, il est confronté à une foule de 150 à 200 personnes, un débat, et un jeune lui dit « Monsieur le ministre, comment comptez-vous résoudre le problème de l'emploi ?» Et le ministre des Nada lui répond « Avec l'aide de Dieu ». Il a reçu 10 kilos de tomates. Et donc, l'idée est la suivante. Je rebondis sur François Mitterrand, quand il a fait rentrer les communistes dans le gouvernement. Et François Mitterrand disait, si on laisse les communistes dehors, ils vont nous enquiquiner, ils seront dans l'opposition. Mettons-les devant leurs responsabilités pour répondre aux demandes de la population. Et puis vous verrez. Donc c'est très bien que les islamistes soient aux manœuvres. Ils sont obligés de changer. Le problème des Nada est très simple. Ils y travaillent. Il y en a une partie. Pourquoi ils ont gagné? Juste pourquoi ils ont gagné? Ils ont gagné parce que les islamistes étaient les seuls partis organisés, les seuls partis dans l'opposition et les seuls partis proches de la population. Dès qu'il y avait un incendie, une inondation, ils étaient là. Donc on demande à des gens de voter, ils votent pour ça. Très bien. Mais maintenant, ils sont confrontés aux réalités. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une partie des Nada qui va devenir démocrates musulmans. Ils veulent rester au pouvoir pour essayer de faire évoluer les choses. Et puis, ils auront 15% de barbus fanatiques comme nous, le Front National, ou le Norvégien qui a tué 40, 50 personnes. Des fous. Il y a des fous. Et je termine sur la parole du gouvernement ou l'action du gouvernement. Nicolas Sarkozy avait bien compris. Et croyez-moi, je ne fais que ça. Il a bien compris, et Guénaud l'avait bien compris, vous le verrez ce soir, que l'avenir de l'Europe, c'est la Méditerranée. 500 millions d'Européens, 500 millions d'Arabo-musulmans. Et on le mettra 10 ans, 15 ans, 20 ans, il faut accélérer ce laps de temps. Et donc, il avait créé ce concept de Union pour la Méditerranée. Je dis simplement, et je n'ai pas la langue de bois, Sarkozy a très bien commencé et il a très mal terminé. Résultat, 95% des musulmans ont voté pour François Hollande. Il nous a fait des débats ignobles sur l'identité nationale, des débats ignobles sur la viande halal, et on a voulu expulser des polytechniciens marocains. Tout ça, c'est d'une grande stupidité. Alors, il commence très bien, et puis il se plante. Alors, question, est-ce que les socialistes se manifestent? Alors, je dis, ils commencent très bas, mais ils vont monter très haut. Mais c'est très bien. Alors, je vous renvoie, je ne suis pas mécontent, au discours, je peux vous le donner, j'en ai un exemplaire, du président, je dis le président, François Hollande, le 28 du mois d'août, devant les 250 ambassadeurs au Palais de l'Élysée, et la première partie
régional qu'il traite, c'est sur la Méditerranée. 3/4 de page. Et qu'est-ce qu'il dit? Il veut faire une Méditerranée de projets. Ne pas discuter politique, mais aborder l'eau, l'énergie, l'agriculture, la santé. Il reprend le même modèle qu'avec les Allemands en 50. On s'était bagarré, on a fait la CECA. Et on a fait le mariage en 57. Donc les Arabes, c'est très compliqué, mais ils ont besoin de croûter, ils ont du gaz, du pétrole, faisons de bonnes affaires avec une certaine éthique. Pascal Boniface, très rapidement. Très rapidement. En fait, Jean-Louis a un peu mangé ce que je voulais dire sur les causes du succès des partis islamistes. C'est parce qu'ils étaient l'opposition. Et que donc, comme ils étaient dans l'opposition et qu'on veut renverser un régime, et qu'ils étaient le plus structurés. Et juste un chiffre quand même, les partis frères musulmans et salafistes réunis font 2/3 des voix législatives, aux présidentielles, la moitié. Donc le pouvoir, c'est pas pour des raisons religieuses que les gens ont voté pour ces partis, c'est pour les questions sociales. Évidemment. On va passer à la dernière partie de cet atelier. Donc en 2030, il va pouvoir apporter une réponse. Qui seront les nouveaux maîtres du monde, ou en tout cas un début de réponse? Carole Couvert, vous avez parlé tout à l'heure, on a évoqué la Chine. Alors justement, est-ce que vous pensez que la Chine pourrait être le nouveau maître du monde d'ici 18 ans? Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Je pense que chacun de vous pourrait aussi dire ce qu'il pense de l'avenir de l'Europe. Alors, c'est une question qui est difficile, hein, parce que quand on voit quand même, on n'a pas vu arriver les printemps arabes. Donc surtout là, qu'il faut faire rapide. Voilà, on se projette à 18 ans. La Chine, pour moi, peut être effectivement un des leaders. Aujourd'hui, ils détiennent 25% de la dette américaine. Ils ont une puissance financière qui est hors norme. Ils ont le fameux plan quinquennal dont je vous parlais, avec une volonté de passer plutôt de l'atelier du monde au laboratoire du monde, et avec des projets d'investissement, que ce soit dans l'éducation pour les jeunes, dans la recherche et développement, dans la sécurité sociale, effectivement, pour offrir enfin un modèle à la population. Donc on voit que c'est un pays qui est extrêmement organisé, et puis qui a une réserve de manœuvre qui est sans fin. 1,3 milliard de Chinois, 750 millions d'actifs. Ça laisse rêveur, et avec une organisation sans faille. Donc je pense que c'est un pays qui va continuer sous réserve qu'ils ne connaissent pas de printemps, de révolution et de gros mouvements sociaux, parce que je pense que le pays qui émergera de toute façon et qui sera le leader en 2030 aura réussi le pari du dialogue social, et donc une logique gagnant-gagnant entre les entreprises et les salariés. Et l'Europe ? L'Europe, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si l'Europe est une véritable Europe politique, financière, sociale, fiscale, je pense que nous pourrons très bien tirer notre épingle du jeu en jouant et en créant des partenariats avec tous les pays émergents, parce que ça ne se passera pas uniquement à l'intérieur de la zone euro. Il va falloir fonctionner en bonne intelligence, sans protectionnisme, mais peut-être avec une notion de patriotisme ou de préférence nationale, afin de pouvoir s'en sortir. C'est pas si simple que ça. Éric Denessé, pour vous, qui sera le maître du monde en 2030? Par chauvinisme, j'ai envie de vous dire les Bretons, mais bon, on a l'ambition, je ne sais pas si on a les moyens. C'est au moins une réponse originale. Plus sérieusement, c'est très difficile d'en parler. Moi, on a plutôt des flashs ou des éléments qui nous permettent d'avoir des repères. Je rebondis sur la Chine parce qu'on dit souvent que ce pays est probablement l'un des futurs grands. Mais il y a un problème fondamental qui va se poser en Chine, c'est qu'il y a à peu près 52% d'hommes pour 48% de femmes, ou 53 sont les estimations, c'est-à-dire qu'il y a un différentiel de près de 100 millions d'hommes qui n'ont pas de femmes. Parmi les facteurs de risque d'avenir, est-ce que c'est pas ça va avoir des impacts sociaux terribles sur la société chinoise? Imaginez 100 millions d'hommes sans femmes. Déjà, mettez un homme sans femme pendant une semaine, alors mettez-en 100, mesdames, vous savez ce que c'est. Ça veut dire des impacts intérieurs qui peuvent être terribles, mais qu'est-ce qui se passe quand un pays a 100 millions d'hommes qui se tournent les pouces, si je puis dire? Eh bien, on prend aussi des risques de déclenchement de conflits frontaliers pour résoudre, malheureusement par la force, des problèmes qui n'existent pas nécessairement. Le deuxième aspect qui me frappe, c'est sur le monde arabe. Bien qu'on ait des positions divergentes, il y a quelque chose qui me frappe dans le monde arabe, c'est l'acculturation. C'est-à-dire que dans la revendication qu'ils ont à l'égard de l'Occident, ils sont en permanence entretenus par les partis islamistes, par la mémoire courte, par l'histoire de la colonisation, par la méconnaissance de leur propre histoire. Et on a un travail de fond à faire sur les relations islam-Occident ou Orient-Occident pour montrer que depuis le 8e siècle, les invasions étaient tour à tour en Occident, en Orient, et que finalement, on est capable de coopérer, mais il faut sortir de cette espèce de revendication dans laquelle ils sont, et de la culture
culpabilité dans lequel on se trouve souvent de manière tout à fait excessive. Oui. Avant que vous me répondiez sur l'Europe, je crois que Carole Couvert, en tant que femme, aimerait répondre à ce que vous avez dit. Alors, pas sur les hommes seuls en Chine, hein, non, pas du tout. Simplement, des femmes. Simplement pour dire, on estime la population chinoise à 1,3 milliard. En revanche, on n'a aucune idée du nombre réel parce que la politique de l'enfant unique a du plomb dans l'aile. Et aujourd'hui, les classes moyennes qui émergent achètent le droit d'avoir 2, 3 enfants et payent pour ça rubis sur l'ongle. Donc on ne connaît pas le nombre exact et c'est vrai que la répartition du coup peut être soumise à controverse, sachant qu'il y a la même problématique au Japon. Répartition homme-femme, même difficulté au Japon. On rajoute à ça une culture où il n'y a pas la notion du contact et de l'échange. Donc on a aussi d'autres difficultés qui vont arriver au Japon de ce type-là. Très bien. Juste un mot aussi pour rebondir, c'est que quand on parle Eric, tu parles d'acculturation dans le monde arabe, oui c'est vrai pour une grande partie. Quand j'entends les positions du Tea Party, je suis guère plus rassuré. Et nous avons en France quelques énergumènes qui sont aussi gratinés. Donc l'acculturation, elle est tous azimuts. Pourquoi je dis ça? Ce qui est frappant, tu sais, quand on travaille sur le problème du terrorisme dans les banlieues ou dans les pays arabes, on entend depuis 10 ans, ce qui vous arrive, c'est à cause des croisades et de la colonisation. Et ils ne savent pas que le premier contact entre l'islam et la France, c'est 712, hein, quand les armées arabes qui ont franchi le détroit de Gibraltar franchissent les Pyrénées, montent une mosquée à Narbonne. Pendant tout le 8e siècle, la région même où nous nous trouvons était une colonie arabe. Et ils oublient aussi qu'au moment du 15e et 16e siècle, au moment de la grandeur de l'Empire ottoman, toutes les villes côtières méditerranéennes, Nice, Toulon, Marseille, sont régulièrement rasées. Et la traite des Blancs que font les pirates barbaresques pour les emmener en Afrique du Nord est supérieure à la traite des Noirs. Ce que je veux dire, c'est que quand on dialogue avec eux, il faut leur rappeler ça, en disant il y a une espèce de phénomène de basculement qui s'est toujours produit dans l'histoire. Au 8e siècle, l'islam... Angélique Marquise des Anges, c'est quand même pas la lecture géopolitique qu'on doit avoir. Et tu peux pas dire que la traite des Blanches a été supérieure à la traite des Noirs. Je parlais de Il y a un esclavagisme arabe des Africains, certes, mais là, quand même, voilà un nouveau point de divergence. Mais je ne parle pas de la traite des Blanches et d'Angélique, quoique j'en rêve de temps en temps. Mais on est sur des chiffres importants de 2 siècles de raids, de razzia sur les côtes françaises, italiennes, espagnoles. Donc, et plus largement sur tout le bassin méditerranéen. Ce qui est important, c'est de montrer à nos amis des pays arabes qu'on est dans un phénomène de flux et de reflux. Un 8e siècle dans lequel la Méditerranée est un lac musulman, et puis les croisades arrivent 2 siècles après, c'est l'Occident qui se déverse au Proche-Orient, et puis la montée en puissance de l'Empire ottoman fait que dans un 3e temps, c'est la culture musulmane et islamique qui de nouveau devient prédominante. La colonisation est un 4e facteur qui se réinverse. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une 5e vague? On l'ignore, mais ce qui est important, c'est justement de faire le point avec eux sur ces choses-là et de les leur rappeler. Alors Jean-Louis Guégou veut juste intervenir, mais après je reviens vers vous pour l'Europe, l'avenir de l'Europe. Deux choses ou trois. La première sur les pays arabes, je reviens. Les philosophes arabes disent que ce pourquoi ils sont dans cet état de délabrement et de sous-développement mental, intellectuel, c'est lié à une chose essentielle, c'est le pétrole et la rente. La rente. Pourquoi voulez-vous, tous les pays qui ont des richesses naturelles sont tous des pays sous-développés? Je tranche, je suis professeur d'économie, je tranche là-dessus. Et tous les pays qui n'ont pas de richesses naturelles, les pays scandinaves, qui n'ont que les hommes, alors la richesse, c'est l'homme, l'éducation. Pourquoi voulez-vous que l'Arabie saoudite se casse le bol pour faire de l'éducation? Ça crache du pognon. Et pourquoi le continent africain est-il le dernier à venir dans le développement? Parce qu'ils ont trop de richesses, trop, et qu'il y a un dialogue, entre les corrompus et les corrupteurs, les corrompus au sud et les corrupteurs au nord. Et donc ils sont esclaves de leur richesse, tous ces pays, et ils le savent. Et donc le pétrole, c'est le boulet qu'ils traînent, parce que la richesse, c'est trop facile. Ce n'est pas le résultat du travail, et les États sont contestés parce qu'il n'y a pas d'impôt. Chez nous, il y a de l'impôt. Et s'il est trop fort, je gueule. Là-bas, il n'y en a pas, dont les gouvernements n'ont aucune légitimité. Mais venons-en à votre question, madame. Qu'est-ce qui va se passer? Je voudrais un point de méthode, mais très court. Il y a la prévision et il y a la prospective. Face à l'avenir, il y a 2 démarches, 2 attitudes et 2 écoles. L'école des gens qui disent « on prévoit l'avenir ». Moi, je suis contre. Mais qu'est-ce que c'est prévoir l'avenir? Prévoir l'avenir, c'est croire
qu'il est écrit et qu'il faut le dévoiler. Comment enlever le voile parce qu'il est écrit. Il y a du déterminisme. Alors on essaie de prévoir. Mais je suis d'une autre école, radicalement opposée. Je dis l'avenir, mais c'est la mort. Il n'y a rien. Rien n'est écrit. Rien, absolument rien. Et je prends l'école de Saint-Exupéry, de Braudel, la prospective. Et Saint-Exupéry a cette belle phrase. L'avenir, ça ne se prévoit pas. Ça se prépare. Ça se prépare. Pourquoi les pays scandinaves et la Norvège sont très, je dirais, des vrais démocrates et des pays stables? 10% de la population, je estime dans un rapport de l'OCDE, que 10% de la population, à l'heure actuelle, passe son temps à préparer Finlande 2040, Norvège 2030, les universités, les villes, comme des architectes qui préparent l'avenir. Non, moi je ne sais pas si la race blanche sera en déclin, si on sera dominé par les Chinois. Ce qui m'intéresse, et Braudel disait la chose suivante, si j'étais chef d'État et d'un grand État, je travaillerais peu, j'analyserais les forces qui sont à l'œuvre et je faciliterais celles qui vont dans le bon sens. Mais celles qui vont dans le bon sens, c'est la relation entre l'Europe et la Méditerranée. Et je termine en vous donnant un exemple. Et je le disais à Guénaud. Il me disait, mais tu ne vas pas nous planter en faisant cette relation Europe-Méditerranée. Non, j'ai dit, Henri, le capital est à l'œuvre. Et je vous donne qu'un seul exemple. J'ai fait une étude sur les 100 plus grandes, elle n'est pas finie, donc je ne la publie pas, les 100 plus grandes entreprises mondiales d'il y a 20 ans. Et je leur demandais, ou je leur dis, quelles étaient les divisions dans le monde, les directions. Et ils m'ont répondu. Ford, Ikea, on avait la direction Europe, la direction Amérique, la direction Asie, la direction Afrique. Et je compte maintenant le nombre de sociétés qui me répondent. Nous avons comme direction Europe, Méditerranée, Afrique. Parce que le capital anticipe le fait que c'est dans cet espace qu'il va y avoir de plus en plus d'échanges d'hommes, d'échanges de capitaux et d'échanges de marchandises. Et si un jour on doit retourner dans une forme d'autarcie, c'est possible, et la Chine s'y prépare. La puissance de la Chine, ce n'est pas 100 milliards. Elle a tout phagocyté, le Vietnam, la Corée, tout est absorbé, comme l'Allemagne a absorbé les pays de l'Est. Et donc si un jour on devait se mettre en autarcie, eh bien, ayons entre l'Europe et la Méditerranée de l'énergie, des oranges, des cacahuètes, de l'arachide, et puis après, on verra venir. Et donc, je suis un militant, parce que le capital est à l'œuvre, et si on y met un peu d'intelligence, la relation Europe-Méditerranée-Afrique, elle va mettre 10-15 ans, mais si on s'y met tous, en 5 ans, ce rêve peut devenir réalité. Et alors, mesdames, messieurs, à ce moment-là, qui est-ce qui reprend la main au niveau mondial? Celui qui prendra la main au niveau mondial, c'est celui du Nord qui aura les meilleures relations avec son Sud. L'Amérique, Obama, je suis son emploi du temps, passe plus de temps dans l'ALENA, le Mercosur et la PEC, les grandes régions, Amérique du Nord, Amérique du Sud, qui ne passent du temps dans le G8 et le G20. C'est du pipeau, ça. C'est la mondialisation. Et celui qui va gagner, c'est celui du Nord, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, ou l'Europe avec l'Afrique, ou l'Asie avec son Sud. C'est celui du Nord qui aura les meilleures relations de dignité et de partage avec son Sud. Si nous avons une attitude méprisante avec les Africains, avec les Arabes, ils vont nous en faire baver. Si on leur dit, écoutez les gars, on partage la valeur ajoutée et on fait 50-50 et on va faire maintenant du co-développement, mesdames et messieurs, 40 ans de croissance. Eric Denessé, je voudrais que vous repreniez le micro simplement parce que vous n'avez pas parlé de l'Europe, de l'avenir de l'Europe. Rapidement, bien sûr. Alors, en tant qu'homme du renseignement, je ne fais jamais de prospective ni de prévision parce que c'est un métier totalement différent.
L'avenir de l'Europe, alors il y a plusieurs façons de le voir. C'est quelle est la richesse finalement de ce continent. C'est d'abord la richesse de l'histoire et des femmes et des hommes qui s'y sont succédés, qui ont toujours cette capacité à créer et surtout à entreprendre. Je pense que c'est un des points forts. L'une de mes craintes, c'est une structuration et un élargissement trop rapide, avec effectivement des tensions et des différences extrêmement prononcées. On le voit sur les questions de politique étrangère entre les États qui ont une tradition coloniale, même si on peut la critiquer, et ceux qui ne l'ont pas eu, comme les Scandinaves. On voit les différences de culture avec les pays de l'Est.